La mémoire d'une guerre vieille de 80 ans pour garder mobilisé un peuple. Le passé qui refait surface pour raconter un conflit du XXIe siècle. Opération spéciale devenue conflit existentiel. Récit inversé d'une agression de la Russie par les armées de l'OTAN. Quand tu es sur le front, tu ne comprends pas combien d'ennemis attaquent. Mais en venant ici, j'ai réalisé que toute l'Europe se bat contre nous. Une invasion éclair, puis une guerre longue qui mord sur le territoire russe. Il faut faire quand même très attention ici parce qu'il y a beaucoup de drones suicides et beaucoup de mines également. Depuis les zones frontalières de la Russie, ravagées par les combats, je ne comprends pas à quoi sert cette guerre. Nous attendons vraiment la paix. Jusqu'aux portes de la Sibérie. Nous avons parcouru ce pays-continent sur des milliers de kilomètres. Interrogé ceux qui partent au front ou en reviennent. Si tu vas au front en pensant à l'argent, tu meurs. Assaut du Reichstag par l'armée rouge. L'un des derniers épisodes de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un moment d'histoire reconstitué toute la semaine dans la banlieue de Moscou, à l'occasion des célébrations du 9 mai. Salle comble pour ce qui est plus qu'un spectacle. Entre cérémonie patriotique et communion avec l'histoire nationale. Bon, le spectacle est terminé, mais vous voyez, la foule maintenant va rejoindre les comédiens pour chanter ensemble des chants patriotiques. Wagons d'époque reconstitués et portraits de Staline au mur. Les antiques chansons soviétiques connues de ces familles. On regardait ça les larmes aux yeux. Ça touche vraiment votre âme. Car c'est un spectacle qui nous touche au plus profond. Nous, on n'a pas oublié tout ça. On a perdu aussi nos ancêtres. Faut pas oublier le souvenir de cette guerre. Je garde cette mémoire pour toute ma vie. Une fête populaire, familiale et peut-être plus. Il faut protéger notre patrie si elle est menacée. N'est-ce pas, Sergueï? Les garçons, vous êtes les prochains défenseurs du pays, n'est-ce pas? Oui. Tu es prêt? Il est prêt. Tu n'as pas peur? Non. Un comédien nous emmène sur le champ de bataille. Le spectacle est pensé pour être le plus immersif possible et frapper le public. On travaille avec beaucoup de cœur ici. Mon grand-père était à Berlin et mon oncle est mort en Allemagne. Il est enterré à Francfort. Cette machine, c'est une pièce d'artillerie mobile. Calibre 150. Elle a vraiment participé à la bataille de Berlin. C'est vraiment celle-là. Elle est restée intacte.
On l'a transporté de Berlin au musée et maintenant on s'en sert pour les spectacles ou les films de guerre. Cette représentation est justement immortalisée et un film diffusé ces jours-ci sur l'internet russe. Manière de participer aux célébrations à l'occasion de l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le drapeau rouge sur le Reichstag, symbole de la bataille de Berlin et de la chute du Troisième Reich. Et voici où sont accueillis toute la semaine les journalistes dans l'hypercentre de Moscou. Alors là, on est dans le centre de presse qui se trouve tout à côté de la place rouge du Kremlin et les médias internationaux sont en train d'arriver. On vient de croiser là, la télévision chinoise. La dernière fois que je suis venu à Moscou, c'était en 2023, lors de la visite du président Xi Jinping. On voyait la coopération étroite qui existe entre la Chine et la Russie. Cette année, le voyage de Xi Jinping va durer 4 jours. C'est une visite officielle, plus longue que la dernière fois. Notre président va assister à la parade militaire. Vous savez, commémorer les 80 ans de la victoire, c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup pour la Chine. À l'extérieur, les rues de Moscou sont cadenassées. Sur les toits, des tireurs d'élite et un épais brouillage du réseau Internet. Dans quelques minutes va commencer la toute dernière répétition pour régler chaque détail de la parade. Bon, on est arrivé tout près de la place rouge, vous voyez les chars d'assaut qui sont déjà prêts. Il y a littéralement un policier tous les 5 mètres, il y a un gros dispositif de sécurité, c'est assez impressionnant. On va se rapprocher maintenant de l'avenue principale. Mais plus qu'un défilé pour la mémoire, cette fête est aussi une parade diplomatique pour Vladimir Poutine. Dernier repérage pour la sécurité des délégations. 29 chefs d'État et de gouvernement présents, contre 8 ou 9 les années précédentes. Comme pour dire que la Russie est moins isolée qu'il n'y paraît. On a appris qu'il y a un certain nombre de pays étrangers, beaucoup de chefs d'État et des pays membres des BRICS. On attend ça avec impatience. On attend la Chine. Et surtout, il y aura le président serbe. La Lettonie et la Lituanie n'ont pas autorisé son avion à franchir leur espace aérien. Ce sont des fascistes. Fasciste, un mot d'hier réutilisé dans la guerre d'aujourd'hui. Télescopage entre les deux conflits. À côté des cavaliers de l'armée rouge et des anciens chars d'assaut T-34 de 1945, le matériel actuel utilisé par l'armée russe en Ukraine. Montrer les muscles alors que la guerre continue à 600 km d'ici. Les gens attendent cette fête. Ça va redonner de l'inspiration et de l'espoir que très vite, on aboutisse à la paix et tout redeviendra comme avant. Oui, les héros de l'opération spéciale, on les voit. Ils ont besoin de notre soutien, qu'on les comprenne et qu'on les croie. Ça, c'est le plus important. Les héros d'aujourd'hui mènent la guerre pour nous, pour le pays. C'est très important d'être là. Ils voient et sentent ici notre soutien. C'est la plus grande fête de notre pays. C'est un moment qu'on célèbre les larmes aux yeux. On respecte la mémoire de ceux qui luttaient pour la victoire. On respecte les morts, les vétérans et ceux qui se battent aujourd'hui. Ce jour-là, l'armée fait défiler beaucoup plus de chars d'assaut que les 2 dernières années. Dans les vapeurs de kérosène, T-90, pièces d'artillerie, drones et comme pour chaque défilé, les missiles intercontinentaux thermonucléaires.
Par mesure de sécurité, pas de défilé aérien. Juste 2 escadrons de Sukhoi survolent la place rouge. Et par crainte d'une attaque lancée par Kiev, tout le centre de Moscou est protégé par un épais brouillage anti-drone. Faute de triomphe en Ukraine, Vladimir Poutine peut au moins brandir cette année une victoire récente dans la région de Koursk. Nous avons filmé les toutes dernières heures de la bataille en mars dernier. Les troupes ukrainiennes se retirent au sud de Soudja, harcelées par l'armée russe. Notre guide ne donne que son surnom de soldat, Grom, qui signifie tonnerre en russe. Il y a une église ici, c'est le symbole de la prise de cet endroit. C'est le cœur de ce village. Arrivé dans ce village russe, repris après d'intenses combats. Les corps de soldats gisent toujours dans la rue. Nous avons décidé de masquer ces images. Là, on est dans un village russe qui a été reconquis il y a quelques jours. L'armée russe qui continue de pousser dans cette direction. C'est par là que les combats sont les plus violents. On entend l'artillerie d'ailleurs. Il faut faire quand même très attention ici parce qu'il y a beaucoup de drones suicides et beaucoup de mines également. Maisons piégées, obus non explosés. En dehors de l'avenue principale, chaque déplacement se fait pas à pas. Les premiers détachements russes qui sont arrivés ici ont dû rester 2 semaines retranchés dans ces ruines. On leur jetait des provisions et des bouteilles d'eau par drone pour les faire tenir. Rue après rue, ces villages sont reconquis. Le drapeau russe accroché au bâtiment repris. Venez, on va entrer dans l'église, à l'intérieur. Venez, on y va. D'après ces soldats, l'église a servi un temps de refuge aux habitants piégés dans cette localité, prise entre 2 feux. Attention où vous mettez les pieds, ça peut exploser n'importe où. Quand on est entré les premiers avec mon détachement, on a trouvé ici une femme tuée par les débris. Une partie du toit s'était écroulée sur elle. Il y a encore quelques jours, on se battait depuis cette église. Derrière nous, devant, dans les caves, il y avait des soldats partout. En ce moment, les nôtres sont en train de pousser les Ukrainiens au sud de Soudja, vers la frontière. 3 ans après avoir lancé l'invasion de l'Ukraine, la Russie a subi une incursion ukrainienne dans cette région de Koursk l'été dernier. 7 mois de combat et un brusque effondrement du dispositif ukrainien en mars. Sous la pression des États-Unis, qui ont brièvement coupé l'aide militaire et le renseignement, les troupes ukrainiennes doivent également faire face à une menace souterraine. L'armée russe a planifié une infiltration en passant par un gazoduc désaffecté. Regardez où nous sommes, dans un pipeline, un foutu pipeline. Vous savez où il mène? À Soudja. On va prendre les Ukrainiens à revers. J'aurais jamais pensé marcher 12 km dans un tuyau. 1,40 m de diamètre. 2 jours de marche dans le noir complet pour arriver derrière les lignes ukrainiennes. Les survivants ont tous fini hospitalisés, les poumons empoisonnés par les vapeurs toxiques. Opération commando pilotée par ce général tchétchène. Le voici en train d'encourager ces hommes juste avant l'infiltration. Je sais qu'avec des braves comme vous, on peut aller n'importe où. On va montrer aux Américains ce qu'on sait faire. Ils pensent qu'ils sont les plus forts. Ils vont voir qu'ils se trompent. C'est en Russie que vivent les vrais héros, les vrais hommes. Contacté par notre équipe, ce général a accepté une interview. Si l'état-major ukrainien affirme que cette infiltration a été éventée et repoussée,
les Russes décrivent une opération décisive dans la prise de Soudja. En face, l'adversaire ne s'attendait pas du tout à cette opération, parce que nos hommes ont mis sur leur uniforme les mêmes bandes bleues que celles que porte l'armée ukrainienne. Quand ils sont sortis du gazoduc, l'adversaire n'était pas équipé. Leurs hommes étaient en tenue de repos. Les nôtres sont sortis et ils ont pris d'assaut leurs tranchées. On a pris le village de Kubatkin, 2 ponts, et on a commencé à éliminer les troupes ennemies. L'adversaire ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi des gens habillés comme eux les attaquaient? Nous n'avons pas utilisé de masque à gaz. Aujourd'hui, tous nos gars sont à l'hôpital. Après la reconquête de tout l'oblast de Koursk, des centaines de civils russes restés dans leur village, au cœur des combats, sont sortis des caves où ils étaient terrés pendant des mois. Les voici aujourd'hui évacués par l'armée russe. Dans l'autocar des rescapés, Olga, 73 ans. Sur ce bout de papier qu'elle a gardé, les coordonnées de son fils, à qui elle téléphone pour la première fois depuis 7 mois. Ce que j'ai vécu, même dans mes pires cauchemars, nous nous sommes extirpés des décombres. Le 12 mars, mon mari a été tué. Un autre obus est tombé. Tout a été détruit en 1 seconde. Plus de maison, plus de garage, plus de cabanon. Et mon mari a été écrasé par le garage. Une voisine a aidé à l'enterrer. Nous l'avons lavé, enveloppé dans un plaid. Les hommes ont creusé un trou et nous l'y avons mis. C'était un trou peu profond. Là où nous vivions, nous n'avons pas rencontré de voyous qui crucifiaient qui que ce soit. Au contraire, il y avait des soldats ukrainiens. Je comprends, ils se sont battus contre nous, mais ils ont été mobilisés dans la rue. Ils réparaient des choses, cuisinaient. Et nous avions un puits, mais nous ne pouvions pas pomper l'eau parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et ils pompaient de l'eau pour nous avec leur générateur. Pour eux, direction Koursk, la capitale régionale et les logements d'urgence. Marqués par ces mois passés sous les bombes, par les blessures invisibles, psychologiques, par une guerre dont le sens leur échappe. Je suis anxieux. J'ai fait une dépression nerveuse ces derniers temps. Très anxieux. Je dormais sous le lit la nuit. J'avais peur dès qu'il y avait un grondement et que toute la maison tremblait. Je ne comprends pas à quoi sert cette guerre. Nous attendons vraiment la paix car nous sommes désolés pour les soldats russes, pour les soldats ukrainiens, pour tout le monde en général. Nous avons surtout attendu, espéré une trêve lorsque Trump a été élu. Nous pensions qu'il se réunirait autour d'une table ronde, qu'il parviendrait à un accord et qu'il résoudrait tout cela dans la paix. C'est ce que nous attendions le plus. Et nous attendions certainement le corridor. Nous pensions que nous serions peut-être évacués. Et puis c'est devenu de plus en plus effrayant. De plus en plus effrayant. Son sol occupé par une armée étrangère. La Russie n'avait plus connu cela depuis 80 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. La région de Koursk est reconquise, mais les combats mordent toujours sur la frontière. Repoussées, les troupes ukrainiennes tentent même une incursion un peu plus au sud, dans l'oblast russe de Belgorod, déjà frappée à plusieurs reprises. « 150 km plus loin, cette région est sur le qui-vive. Les routes qui mènent au sud sont hérissées de barrages. À 4 km de l'Ukraine, la ville russe de Chebekino, 40 000 habitants, bombardée et désertée par ses habitants depuis bientôt 2 ans. Alors, dans les écoles de cette région, la nouvelle formation aux armes, désormais obligatoire en Russie, prend un autre sens. Vous devez vérifier s'il y a une balle dans la chambre. Et ensuite vous relâchez.
À l'aide d'une fausse Kalachnikov, cet ancien pilote de l'armée russe apprend aux collégiens et lycéens le fonctionnement d'un fusil automatique. Je pense que les armes en général, et la Kalachnikov surtout, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est important d'apprendre les règles à suivre, pour que tout se passe bien. Dieu nous en garde. Si la guerre commence ici, les garçons comme nous qui savent comment fonctionne une arme pourront s'en servir. Au total, 140 heures de cours pendant l'année seront dédiées à cette nouvelle matière. Cette initiation militaire ne vient pas de nulle part. Ce cours qui a été remis au goût du jour était, vous allez le voir, enseigné du temps de l'Union soviétique. À la fin des années 60 en URSS, toutes les filles et garçons apprennent à l'école à tirer avec des fusils de petit calibre ou à démonter, remonter une Kalachnikov. Premiers secours, parades et même jeux militaires. En pleine guerre froide, Moscou veut alors conditionner la jeunesse en vue d'un affrontement avec l'Amérique. Et ce patriotisme refait surface aujourd'hui. Dans cette école près de Belgorod, nous sommes conviés à cette nouvelle cérémonie, levée du drapeau et hymne national. Depuis un an, toutes les écoles de Russie font de même chaque lundi. Décision de Vladimir Poutine en personne. Nous sommes à 25 km de la frontière ukrainienne. Lointaine dans le reste de la Russie, la guerre est ici plus proche pour ces enfants. Une guerre désormais enseignée au lycée, en cours d'histoire. Depuis la rentrée de septembre, toutes les classes travaillent avec ces nouveaux manuels rédigés sous la direction d'un proche de Vladimir Poutine. Un livre pour enseigner la version du Kremlin. L'opération spéciale est dans le programme, là, à la fin. On parle du contexte des années 2020. Écrit par le pouvoir, ce récit vise à légitimer l'invasion de l'Ukraine auprès des Russes. Dans les terres frontalières comme ici, une personne sur deux a de la famille en Ukraine. Nos relations sont compliquées, voire totalement rompues. Maintenant, on ne voit pas quel avenir nous aurons ensemble. Ce tour de vis dans l'éducation russe a suivi le déclenchement de la guerre. Le souhait du Kremlin, former une jeunesse patriote, prête au combat et détournée de l'Occident. Comme si le destin de la Russie était d'être perpétuellement assiégé par les Européens et les Américains. Un récit officiel appuyé par les médias et même par des expositions de trophées. Exemple le plus frappant à Moscou, au Parc de la Victoire, c'est son nom. Noirci par l'explosion, les chenilles brisées, ce char américain Abrams gît en plein cœur de la capitale. Là, ce sont nos missiles anti-chars qui ont frappé juste ici. Des milliers de moscovites viennent en famille pour voir l'armement occidental capturé par l'armée russe en Ukraine. Certains véhicules sont calcinés, d'autres quasiment intacts, comme ce blindé de reconnaissance français. Sur chaque prise de guerre, des drapeaux sont collés pour rappeler l'origine du matériel. Ce char Léopard allemand, par exemple. La guerre continue, et je veux que mon fils voie et apprenne quel pays est bon et quel pays est mauvais. Ça nous a beaucoup impressionnés, tous ces blindés venus du monde entier, et de voir que nos guerriers les ont écrasés. La guerre, longtemps tenue à distance des moscovites, est soudain très proche. On regarde ça, le souffle coupé. J'imagine quelle énergie et combien de vies nos militaires ont dû donner pour ça. Je suis très inquiète pour eux. Exposer des blindés capturés, c'est une manière très soviétique de faire de la propagande. Les autorités russes aujourd'hui tentent un parallèle avec une autre exposition qui s'est tenue ici à Moscou en 1943. Dans Moscou, en pleine Seconde Guerre mondiale, Staline fait exposer les panzers allemands capturés par l'armée rouge. L'Union soviétique est alors engagée dans un combat à mort avec l'Allemagne nazie. Avec cette exposition, les autorités font aujourd'hui un parallèle hasardeux entre les deux guerres pour présenter encore une fois la Russie comme le pays agressé.
Quand tu es sur le front, tu ne comprends pas combien d'ennemis attaquent. Mais en venant ici, j'ai réalisé que toute l'Europe se bat contre nous. En Russie, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est souvent convoqué pour souder la population. Deux objectifs, réduire un peu plus le risque de contestation et favoriser le recrutement. Poursuivons dans les profondeurs de Moscou, jusqu'à 70 mètres sous terre. 7 millions de voyageurs chaque jour. Voici le dernier endroit investi par l'armée russe pour chercher des recrues. Bon, là, nous sommes dans le métro moscovite. On va remonter à la surface et vous allez voir, les affiches du recrutement de l'armée sont omniprésentes. Dans les couloirs, ces panneaux et d'éphémères bureaux d'information. Même au moment d'acheter son ticket de métro, sur toutes les bornes, cette publicité pour s'enrôler sous les drapeaux. Et c'est la même chose à la surface. Pour convaincre ceux qui hésitent, Vladimir Poutine a doublé le salaire et la mairie de Moscou ajoute une prime. Au total, un nouvel engagé se voit promettre au minimum pour un an l'équivalent de 52 000 €. Plus de 6 fois le salaire moyen en Russie. C'est bien, mais ce n'est pas une somme incroyable compte tenu du danger. Vous pouvez me proposer n'importe quelle somme, moi je n'irai à aucun prix. 5 millions pour signer un contrat? Je pense que je n'irai pas, mais j'ai mes raisons. Vous accepteriez que votre fils signe un contrat? Bien sûr, il faut défendre la patrie. Et le salaire qu'on vous donne dans l'armée, on ne le trouve pas ailleurs. Ces jeunes citadins qui refusent de s'engager sont désormais visés dans les dernières publicités de l'armée russe. Из чего же сделаны наши мужчины? Из татушек и проколотых ушек? Из иллюзий и банановых смузи? En creux, la propagande proclame: soyez de vrais hommes. Из чего сделан ты? Присоединяйся к тем. Mais à Moscou, la guerre semble lointaine. Nous avons donc pris le train pour aller dans le pays profond. Là où le pouvoir prépare depuis des années ces nouvelles générations de patriotes. Premier arrêt dans la région de Kazan, République du Tatarstan, la porte de l'Asie. Dans ces campagnes, les jeunes grandissent en entendant que leur patrie est menacée. Exemple dans ce village, Bilyarsk, 2000 habitants, où un club militaro-patriotique accepte notre caméra. Et voici notre guide, Alexander Tchogourov. Citation de Vladimir Poutine inscrite sur le dos de son t-shirt, traduction: si le combat est inévitable, frappe le premier. Chaque pouvoir nous est envoyé par Dieu. Notre président a une telle aura, un tel charisme, même à travers un écran de télévision, il donne de l'espoir pour l'avenir de la Russie. Le sens de la vie, ce n'est pas seulement la guerre. Les simples citoyens ne veulent pas de la guerre, vous savez, mais on doit être prêt. La poudre du canon doit être sèche et prête pour faire feu. Comme partout en Russie, ce club mélange activités sportives pour les enfants et entraînement beaucoup plus sérieux. Le ton est plus martial. Je crois que les drones sont très utiles à la guerre. Ils sont essentiels pour remporter de grandes victoires. Moi, je m'entraîne depuis 4 ans et ça me plaît beaucoup. La visite continue et pour notre arrivée, petit comité d'accueil. Nous sommes l'armée de la jeunesse. Notre détachement est heureux de vous accueillir. Le club héberge une section de Younarmia, le mouvement de jeunesse fondé par l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. À travers la Russie,
Près d'1,5 million d'enfants et adolescents y sont inscrits. Chez eux, il n'y a personne pour les garder. Leurs parents leur confient aussi leurs petits frères, leurs petites sœurs. Donc on a tous les âges ici. À l'intérieur, pour les plus petits, c'est atelier dessin ou rédaction de lettres pour les soldats déployés en Ukraine. Les enfants leur souhaitent un retour à la maison le plus vite possible. Et surtout de rester en bonne santé. C'est le plus important. Nos enfants sont des patriotes. Ils croient en nos soldats et ils veulent les soutenir, les aider dans la mesure de leurs moyens. Tout à côté, fabrication de filets de camouflage expédiés sur le front. Quant aux plus grands, ils sont déjà rompus à la manipulation d'une arme. Je pense que chaque homme devrait savoir défendre sa patrie. Pour moi, Younarmia, c'est comme une formation militaire de base. Ici, on nous enseigne le démontage d'une Kalachnikov. On a des exercices, de l'entraînement, on apprend à marcher au pas, on apprend la discipline. Dans la dernière salle qui nous est présentée, ce musée retrace l'histoire de la Russie à travers les conflits. Ces objets ont été exhumés par les adolescents pendant une campagne de fouilles. De la Première Guerre mondiale à aujourd'hui, génération après génération, ce village de Bilyarsk donne des hommes à l'armée. Voici nos gars. Ce sont eux qui ont combattu en Tchétchénie ou en Ukraine. Ils sont tous passés par le club. Et là, malheureusement, ce sont nos gars qui sont morts. Dans la cour repose ce blindé de l'ère soviétique, un monument comme il en existe des centaines dans le pays. Entre culte de la patrie, obéissance à Moscou, primes généreuses, à travers la Russie, 1000 hommes en moyenne s'engageraient volontairement dans l'armée chaque jour. Nous poursuivons notre route toujours plus à l'est, dans les monts Oural, l'entrée de la Sibérie. Nous voici à 1500 km de la capitale, en Bachkirie, une république où vit une minorité nationale, les Bachkirs, un peuple turcique. Là, on se trouve dans un de ces villages vraiment aux confins de la Russie. La frontière avec le Kazakhstan est pas très loin. Et c'est assez étonnant, mais vous avez beaucoup d'hommes qui continuent de se balader habillés en treillis. Ce sont des anciens combattants, il y en a beaucoup ici. Nous avons rendez-vous dans un gymnase où viennent s'entraîner de jeunes Bachkirs. Eux ont entre 20 et 24 ans et souhaitent s'engager. Pas seulement pour l'argent, disent-ils. Aucune illusion sur les dangers de la guerre. Ce n'est pas le salaire qui m'a convaincu, c'est le patriotisme. L'argent, c'est un bonus. En général, les gens l'utilisent pour acheter la maison, la voiture ou pour l'éducation des enfants. C'est une très belle somme. Mais je pense que la vie vaut beaucoup plus que ça. C'est trop tôt pour penser à ce que je ferai de cet argent. Il faut d'abord revenir. Il faut d'abord survivre. Sortir de là-bas. Et alors seulement on peut y penser. Entre patriotisme et résignation. Les primes de l'armée sont ici un peu plus faibles qu'à Moscou, mais restent considérables. Dans ces villages, les jeunes à la recherche de meilleurs salaires vont d'habitude à l'usine sidérurgique de Magnitogorsk, dans la région voisine. Un combinat métallurgique bâti sous l'ère soviétique. Ici, un ouvrier spécialisé peut espérer toucher l'équivalent de 700 € par mois. L'armée propose quasiment 6 fois plus. Parmi les travailleurs ce matin, Azat. Il revient du front en Ukraine où il a été blessé, mais compte y retourner.
C'est difficile le travail à l'usine, mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'à la guerre. Je vais re-signer avec l'armée. La patrie, il faut la protéger. Je trouve que la solde est bonne, mais ce n'est pas suffisant pour se soigner en rentrant. Ces hommes qui s'engagent sont eux aussi convaincus que leur pays est attaqué. Paroles répétées en ville, comme à la campagne. Un an plus tôt, dans cette région de l'Oural, nous avions rencontré l'un de ces milliers d'ex-militaires tentés de retourner au front. J'ai pas eu trop de choix pour trouver un travail. J'ai été blessé 2 fois en Ukraine. Je suis content d'avoir été pris ici. Vassili était volontaire dans le Donbass avant de travailler dans cette ferme. Lui aussi s'est approprié le discours du Kremlin, le récit d'un pays encerclé et assiégé. C'est une situation terrible. Moi, je me bats pour éviter que l'ennemi arrive chez nous. Je dis merci à notre président Vladimir Poutine pour son aide. Mais on part pas pour les médailles ou les primes. On se bat pour protéger notre Russie. Ces ouvriers, sortis de leur usine ou exploitation agricole, font ainsi des allers-retours entre le travail et le front. Un contrat de 6 mois, 1 an en Ukraine, puis un retour à la vie civile. Lors de notre tournage, nous avions rendez-vous dans cet atelier avec Dimitri, 35 ans, revenu du front en décembre 2022. Ici, je gagne 500 € par mois. Le salaire là-bas, c'est 2000 €. J'ai jamais gagné autant de ma vie. On part pas pour ça, on se bat pour défendre la patrie. Mais l'argent, on en a toujours besoin. On a tous des familles, des enfants, des crédits à rembourser. La vie civile sans se séparer de son treillis. Et comme projet, repartir quelques mois à la guerre. En plus du salaire de l'armée, la famille bénéficie d'aides sociales. On vous offre la crèche, les vacances gratuites, les expositions, la cantine à l'école. C'est bien, mais c'est pas pour l'argent que tu risques ta vie. Les gens partent pour d'autres raisons. L'argent, question à la fois centrale et taboue. Comme s'il évoquait diminuer le sacrifice de ces volontaires. Toujours dans cette Russie profonde, un ancien combattant du groupe Wagner accepte de nous rencontrer. La milice privée accusée d'exaction en Ukraine par l'Union européenne a été dissoute il y a 1 an, après avoir défié le Kremlin via une mutinerie. Mais cet homme, Vladimir, dit aussi vouloir repartir sur le front par patriotisme. Et chez lui, tout est déjà prêt. Mes camarades m'ont donné un coup de main pour trouver un bon équipement. Ça, c'est un excellent gilet pare-balles. Les plaques sont très solides. Les primes de l'armée, dit-il, ne seraient pas si intéressantes, car finalement dépensées sur le front pour s'acheter de l'équipement de qualité. Quand le premier salaire va tomber, on peut te demander de le sacrifier. Le commandant dit « Les gars, il faut acheter ça et ça ». Alors on récolte l'argent et on le dépose dans une caisse commune. Si on a besoin de quelque chose, même des chaussettes, on achète pour tout le monde. Pareil, s'il faut acheter du carburant ou un bon système anti-drone. Si tu vas au front en pensant à l'argent, tu meurs. Si tu es motivé uniquement par l'argent, c'est que tu n'es pas un combattant. Et tu ne peux pas survivre là-bas. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai guerrier. Grâce à la vente d'hydrocarbures, l'État va continuer de déverser cet argent pour recruter. En juillet dernier, la Banque mondiale a même placé la Russie dans les pays à revenus élevés. D'après les autorités, près de 430 000 volontaires ont signé un contrat en 2024. Vladimir Poutine a récemment approuvé un décret pour augmenter encore les effectifs. Objectif, 1 500 000 hommes pour devenir en nombre de soldats la 2e armée du monde.